Et si votre passé n'était qu'une histoire que vous vous racontiez à vous-même? Et si en racontant à longueur de temps votre passé, eh bien ça renforçait vos blessures profondes, à force de les répéter, de les rabâcher? Voilà pourquoi 90% des thérapies échouent. On a une fausse croyance qui nous amène à croire que comprendre, ça va nous amener à changer. Or, le fait de comprendre quelque chose n'est absolument pas en lien avec le fait de changer. Moi, j'avais un formateur, quand j'étais en formation de psychothérapie, qui disait souvent: est-ce que tu préfères tout comprendre et que rien ne change, ou pas forcément tout comprendre et que les choses changent? Donc c'est là où on peut se poser la question: quel est le but d'une thérapie finalement? Est-ce que c'est de renforcer nos croyances, notre histoire, continuer à nous plaindre, à nous dire: bon ben voilà, il s'est passé ça dans mon enfance, ça a été dur à vivre? L'idée, c'est pas de nier cette partie-là, mais c'est en quoi est-ce qu'aujourd'hui, dans votre présent, est-ce que ça vous bloque? La question, elle est là en fait, hein. C'est aujourd'hui, dans votre présent, le fait d'avoir programmé en vous une croyance limitante, un schéma de pensée qui vous limite, beaucoup de choses qui peuvent être en lien avec votre existence dans le présent, peuvent agir comme des élastiques qui vous retiennent. Mais l'idée, c'est de lâcher l'élastique, c'est pas de retourner dans le passé pour distendre l'élastique, puisque vous allez repartir et ce sera toujours accroché. Donc l'idée, c'est pas forcément de comprendre, mais c'est de lâcher l'élastique pour pouvoir commencer à avancer dans votre présent et pouvoir avoir la vie dont vous avez envie. D'ailleurs, on peut prendre un exemple: la plupart du temps, les gens qui ont dépassé quelque chose dans leur vie, alors ça peut être en lien avec la thérapie, hein, il y a des thérapies qui fonctionnent, ou au moins parfois par petits bouts en fait, hein, et bien en fait quand on bénéficie d'un accompagnement ou d'épreuves de vie qui nous font dépasser quelque chose d'ancien, eh bien on va se rendre compte que ce qui était un sujet avant pour nous ne l'est plus aujourd'hui. Probablement que si vous réfléchissez à votre passé, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses dans votre passé qui ne sont plus un sujet aujourd'hui. Et ça va être quelque chose en fait d'important dans cette compréhension, justement, dans la compréhension que c'est pas parce que vous avez tout compris et que vous avez gardé ça en tête que ça a changé votre vie. Finalement, vous avez dépassé par quelque chose de concret dans votre vie, et d'un coup vous vous dites: ah oui tiens, c'est vrai, avant j'avais cette timidité, j'avais cette réserve, j'avais cette peur de parler en public, et aujourd'hui c'est même plus un sujet, je prends la parole et je me dis pas: ah oui, avant c'était comme ça. Donc vous n'êtes plus en train de vous rappeler votre passé en vous disant: tiens, avant j'étais comme ça, et puis aujourd'hui je me suis transformé et je suis comme ça, à moins que quelqu'un vous le fasse remarquer. Mais vous, finalement, vous avez dépassé tout ça et vous n'êtes plus dans une forme de compréhension mentale, vous êtes dans une libération, et cette libération, elle efface complètement tout ce que vous aviez pu construire du passé avant, vous vous en rappelez plus. Donc c'est là où on voit que la compréhension, parfois, ça va revenir mettre le focus sur une limite, et on va se rappeler cette limite, et plus on va se la rappeler, plus on va la renforcer. C'est un peu le pouvoir de ce qu'on peut voir des fois dans certaines méthodes. On va le voir dans des discours politiques, on va pouvoir trouver ça, on va pouvoir trouver des gens qui vont répéter plusieurs fois la même information. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Moi président, moi président, moi président. Et en fait, le fait de répéter ça, on va commencer à immiscer une idée dans la tête des personnes. Et plus ça va être répété, et plus ça va devenir une vérité. Ça, c'est un biais cognitif. Eh bien, on va pouvoir se manipuler nous-mêmes en se répétant à longueur de temps: oui, mais c'est parce que j'ai été victime de un petit copain, une petite copine à l'école qui m'a amené en fait à me sentir comme ci, comme ça. Et plus on va se répéter ça, et plus on lui donne de la force finalement. Et le fait de dépasser, par exemple, ce manque d'amour qu'on va avoir pour soi-même, ou ce manque de confiance qu'on va avoir, eh bien, on ne se rappellera plus de l'histoire du camarade de classe qui nous a embêtés, qui nous a fait nous sentir médiocres, ou d'un parent, ou d'un professeur, peu importe.
Mais cette histoire-là, plus on va se la raconter, et plus on va se plaindre, et plus on va se mettre en position de victime, et plus on va la renforcer dans notre inconscient. Et c'est ça qui est important de saisir. Donc on peut arrêter de se répéter notre passé à longueur de temps et faire que les choses changent. La deuxième chose qui va se passer dans la thérapie, c'est quelque chose qui va être positif au départ. C'est-à-dire que vous arrivez et vous voyez un thérapeute. Alors, si le thérapeute sait vous accueillir, c'est quand même la moindre des choses. Si le thérapeute ne sait pas vous accueillir, il vaut mieux que vous partiez tout de suite. Mais si le thérapeute vous arrivez et qu'il a de l'accueil, qu'il a de l'écoute pour vous, et l'écoute, c'est une denrée rare aujourd'hui, donc c'est quelque chose auquel on va facilement devenir accro. Et vous arrivez, vous vous asseyez, vous commencez à raconter votre histoire, et là, le thérapeute, il vous écoute, il vous comprend, il vous accueille, et ça, quelque part, ça va faire du bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est quelque chose d'important, de réussir à avoir de l'écoute extérieure. Mais le biais qui va arriver derrière ça, c'est que ça va créer une forme de dépendance, une espèce de béquille émotionnelle pendant un temps de laquelle il faudra se détacher à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir un espèce de sabotage intérieur et essayer de faire durer la thérapie autant que possible parce qu'on a un bénéfice secondaire du fait d'être écouté par son thérapeute, être accueilli, et du coup ça va amener une sensation d'être bien, mais pour qu'on soit bien et pour qu'on puisse continuer à voir ce thérapeute, eh bien en fait il va falloir entretenir le malheur intérieur. Et donc là c'est un biais aussi qui va amener à vivre des thérapies qui n'en finissent pas. Les thérapies qui fonctionnent, c'est des thérapies où le thérapeute va amener le client ou le patient à avoir une vraie autonomie intérieure. Et ça va vraiment être du plus dans la vie de la personne, puisque l'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'un thérapeute qui nous accueille, mais de réussir à nous accueillir nous-mêmes, d'avoir suffisamment d'amour de soi pour pouvoir s'accueillir et naviguer dans la vie de façon complètement autonome. Si on crée cette dépendance émotionnelle au thérapeute, si on arrête cette thérapie, il va falloir quelqu'un d'autre qui va encore être une béquille émotionnelle, et finalement je ne serai jamais autonome dans ma vie. Si on y regarde de plus près, c'est comme si on était en train de donner au thérapeute en face de nous notre pouvoir personnel, une clé intérieure. On lui dit, tiens, je te donne la clé, et c'est toi qui en es garant aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, c'est un sacré cadeau que vous faites. Votre clé, la clé de votre pouvoir intérieur, elle est à vous. Vous la gardez avec vous. Personne n'a à prendre le pouvoir sur vous. L'autonomie, c'est justement ça, d'avoir son propre pouvoir intérieur, d'être ancré, d'être là et d'être présent. C'est pas d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous analyse et qui vous dit quoi faire. Ça, non. Ça, du coup, là, on n'est pas du tout sur des bons thérapeutes si la personne commence à vous dire quoi faire dans votre vie. L'autonomie, c'est ce qui est recherché dans une thérapie. Sinon, on rentre dans une dépendance. Ce qui peut être le cas aussi, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, avec l'intelligence artificielle, où si à chaque fois qu'on a un choix à faire, on demande à l'intelligence artificielle de faire un choix pour nous, on n'est pas réellement dans un choix intérieur. Certains thérapeutes confondent l'outil et la thérapie. Ce sont deux choses différentes. Un outil, c'est un moyen. À partir du moment où je n'utilise quasiment qu'un seul outil, eh bien, je vais voir le monde à travers cette grille de lecture et je vais avoir une compréhension du monde qui est hyper limitée. Je vous prends un exemple. Dans les parcours chez Oniria, on a un parcours qui est sur les archétypes et il y a 1320 combinaisons possibles. Et pour autant, même si sur 1320 combinaisons possibles, on trouve deux personnes avec la même combinaison, je peux vous dire que même là, on aura deux personnes qui seront très différentes dans leur singularité. Ça ne veut pas dire que ce sont deux personnes identiques. C'est juste une grille de lecture avec 1320 combinaisons qui vont pouvoir nous renseigner sur la construction,
sur quelles sont les limites intérieures et quels sont les trésors intérieurs dans cette construction et amener la personne à se développer au maximum pour que chacune des sous-parties ou des sous-personnalités intérieures puisse se coordonner, coopérer pour avoir la vie la plus facile possible dans le présent. Si je m'attache à cette combinaison en disant « moi je suis comme ça, comme ça, comme ça », eh bien finalement je suis en train de figer le masque social que j'ai mis et là finalement j'arrive pas à me développer. Donc je deviens jamais réellement libre dans ma singularité, dans mon essence. Je vais garder des blocages parce que je me dis je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Alors surtout pas, hein. L'idée de chaque outil, c'est de pouvoir dépasser les choses, c'est de ne pas s'enfermer dans une grille de lecture. Alors je le dis, il y a une grille de lecture qui pour moi a fait des ravages, qui est pourtant un outil qui est très puissant, c'est l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est 9 grands archétypes avec des quêtes et du coup et des limites. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'énéagramme pour dire voilà, moi je suis tel archétype. Mais non, on n'est pas un archétype. On peut avoir tendance à utiliser, ou plutôt à surutiliser cet archétype-là dans notre vie de tous les jours. Et si on surutilise cet archétype-là, eh bien finalement, ça va donner une coloration particulière à notre personnalité. Mais c'est surtout pas qui on est. Donc cet outil va être une grille de lecture pour comprendre en quoi est-ce que je me limite dans ma vie et pouvoir le dépasser. Ce n'est pas une grille de lecture pour dire je suis ci ou je suis ça. Donc c'est là où la plupart des thérapies vont échouer. C'est des thérapies qui utilisent une grille de lecture et qui veulent vous enfermer dans une case. Ce ne sera jamais bon. Vous ne pourrez jamais réellement dépasser ce qui vous bloque intérieurement si vous vous mettez dans une case. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que 90% des thérapies échouent. Donc la stratégie d'Oniria, elle est relativement simple. On fait un diagnostic. Ce diagnostic va donner un archétype, une structure de personnalité, peu importe comment on l'appelle. Ça va donner une définition. Cette définition, elle n'est pas longue parce qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre énormément de mental dessus. Plus on va mettre de complexité dedans, et plus on va s'attarder à ça, plus on va s'identifier, plus on va vouloir creuser. Et là, du coup, le mental rentre en action, va vouloir mettre du sens, expliquer toutes ces choses-là. Oui, mais si je me sens comme ça, c'est à cause de... Oui, mais c'est parce que dans ma vie, j'ai vécu ça, alors maintenant, je suis comme ça. Et donc, en fait, plus on va mettre de mental et plus on va renforcer les croyances. Donc, l'idée chez Oniria, c'est diagnostic. On fait un compte-rendu juste avec l'essentiel. On ne va pas creuser trop loin. Et puis après, on va travailler avec les voyages hypnotiques pour pouvoir justement aller travailler dans l'inconscient, pouvoir libérer toutes ces croyances, tous ces schémas comportementaux, toutes ces limites intérieures pour pouvoir apaiser certaines sphères en nous. Et c'est là où c'est d'ailleurs marquant, et moi je trouve ça parfois amusant, c'est de revoir des personnes une fois qu'elles sont libérées, et elles ne savent même plus en fait vraiment ce qui avait besoin d'être libéré à l'époque. Là, ça veut dire que le boulot il est fait, que la personne elle est tranquille, elle est libre, et c'est ça l'essentiel. Et si tout ça, ça résonne en vous, je vous donne rendez-vous sur oniria.fr et je vous invite à découvrir mon univers.